l'Université de Kinshasa, messieurs et mesdames membres du corps académique, distingués invités en vos titres et qualités, chers camarades de la communauté estudiantine, quelle belle journée de ce 3 avril 2025 pour nous voir atterrir sur cette colline inspirée, ces lieux du savoir. Mais encore, quel bonheur que d'être en face des sachants et des savants, des illuminés, et me permettre de tenir un discours devant ceux qui sont nos maîtres. Mais bien évidemment, je ne suis pas venu ici dispenser un cours parce que je n'ai ni la qualité, ni les talents requis pour prophétiser. Je suis ici simplement dans un objectif de redevabilité publique, mais également dans le souci du partage de l'information, sans oublier la quête d'une vocation qui est noble à l'université, faire de l'université une force de proposition. Et j'ai vu tantôt dans le bureau directeur que l'axe premier du plan stratégique de l'université de Kinshasa porte notamment sur cette thématique. Ma présence ici est dans les soucis de partager l'information, mais également d'obtenir des milliers scientifiques, des propositions pouvant améliorer la formulation des politiques économiques qui sont mises en œuvre actuellement dans notre pays. Et avant que je commence mon propos de ce jour, permettez que nous puissions tous avoir une pensée à l'endroit de nos frères et sœurs, ces compatriotes qui sont victimes de la barbarie et de l'agression rwandaise, qui sont pris en otage dans des prisons à ciel ouvert, pendant que nous sommes ici libres, en train de prester. À toutes ces personnes qui ont été assassinées, à toutes ces femmes qui ont commis la violence sexuelle, à tous ces enfants amputés, et à tous ces martyrs que notre pays ne cesse de compter, je vous prie de bien vouloir vous lever et avoir une minute de silence. L'intensité de cette agression se manifeste depuis 9 mois aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte que Son Excellence Monsieur le Président de la République avait mis en place un nouveau gouvernement qui a été investi par le Parlement en juin 2024. Lorsque ce gouvernement arrive en fonction, il trouve une situation économique déséquilibrée, telle que nous allons le présenter ici. Le gouvernement devrait formuler des politiques économiques pouvant permettre d'agir d'abord de manière conjoncturelle pour faire face au déséquilibre macroéconomique qui s'est présenté devant nous. Eh bien, c'est des choix qu'il fallait faire. Pour cette raison, le gouvernement a fait les choix parce que dans son programme d'action, le premier axe, le premier pilier de son programme d'action s'intitule plus de pouvoir d'achat, plus d'emplois pour les populations congolaises. Et parmi les axes prioritaires de ces piliers, nous avons la stabilité du cadre macroéconomique. C'est en ce sens que nous avons mis en place une politique d'ajustement budgétaire que nous allons présenter et partager ici, pas dans l'objectif d'affirmer que c'est la meilleure chose qu'il fallait faire, mais dans le souci de diffuser à la communauté scientifique ce que nous avons pu réaliser et d'espérer une meilleure formulation de ce que nous devrons faire pour soutenir une croissance dynamique, inclusive et pro-pauvre. Pendant ces moments de guerre, au mois de juin 2024,
nous avons trouvé un déséquilibre macroéconomique caractérisé par une inflation en glissement annuel fin décembre 2023 de l'ordre de 23%, qui a atteint un niveau de 22% au mois de juin 2024. Au cours du premier semestre de l'exercice 2024, la dépréciation de notre monnaie vacillait autour de 4,8%, partant de janvier 2024. Jusqu'en juin seulement, notre monnaie avait perdu plus de 4,8% de sa valeur. En même temps, il y avait la guerre d'agression qui coûtait énormément et qui coûte encore énormément cher à la République. Ainsi, l'ossature de ma présentation de ce jour va d'abord commencer par l'aperçu des premières tendances, l'évolution sommaire des principaux indicateurs macroéconomiques, les principaux facteurs explicatifs, les risques ou vulnérabilités et les contraintes, pour terminer sur les perspectives. En ce qui concerne l'aperçu des premières tendances, comme nous l'avons rappelé ici, nous avons aujourd'hui une stabilité relative du cadre macroéconomique en dépit de la situation sécuritaire et du choc que nous subissons de cette situation. La stabilité relative du taux de change depuis la fin du mois de juin 2024 à ce jour, comme vous pouvez le constater. La décélération du rythme de formation des prix intérieures, situant l'inflation cumulée au 31 mars 2025 à 2,3% contre plus de 4% pour la même période en 2024. Nous avons pu imprimer une rigueur dans la gestion pour améliorer à la fois la qualité de nos dépenses, mais aussi respecter les procédures en matière d'exécution des dépenses. En ce qui concerne l'indicateur croissance économique, lorsque notre gouvernement est investi en juin 2024, des projections de la croissance situées, cet indicateur a pris de 4,7%. Au cours de l'exercice 2024, avec le concours de nos partenaires du Fonds monétaire international, nous sommes arrivés à la conclusion que le taux de croissance a atteint plus de 6%. Ce taux de croissance de 6% selon le Fonds monétaire international, je pourrais dire, est challengé par les experts du comité du cadrage macroéconomique et de l'INES qui ont travaillé et qui ont annoncé au Fonds monétaire international une croissance économique de l'ordre de plus de 7,9%, chiffres qui devront être validés et passer sous revue lors de la prochaine discussion avec nos partenaires du Fonds monétaire international. Et lorsque vous regardez la composition et l'évolution de la croissance économique hors secteur minier, parce que tous nous savons que l'essentiel de notre croissance économique est tiré par le secteur des industries extractives, faisant de notre économie une économie qui est tournée vers l'extérieur également, mais avec les challenges que tous nous connaissons, sans aucune valeur ajoutée. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a une dichotomie entre l'évolution du PIB et le PIB par habitant. La pauvreté ne cesse d'accroître dans notre pays, alors qu'aujourd'hui, si nous devons parler de l'économie réelle et de la production, nous avons produit en 2024 plus de 3 millions de tonnes de cathode de cuivre, dépassant ainsi le Chili. Alors, qu'est-ce qui ne change pas? C'est, entre autres pour ces raisons, que nous sommes ici, à l'université de Kinshasa, pour inciter à la réflexion pour que l'université soit l'émilier de propositions pouvant aider le gouvernement à répondre à des défis qui sont identifiés.
Parlant de la croissance hors industrie extractive, pour l'exercice 2024, elle se situe à 3,2%. L'inflation, j'ai abordé en introduction, située à plus de 2,3% en cumul annuel et en glissement annuel à 10,1%. Nous avons rappelé qu'en juin 2024, l'inflation en glissement annuel était de l'ordre de plus de 22% et qu'en fin décembre 2023, nous étions à 23%. Et aujourd'hui, en glissement annuel, l'inflation se situe à 10%. Nous avons pu constater dès lors une forte décélération du rythme de formation des prix intérieurs que nous allons tenter d'expliquer dans la partie qui va suivre cet exposé. Si nous voulons comparer, et il y a une courbe qui en dit long, vous pouvez constater que les chiffres ne mentent pas, que nous sommes au niveau de 10,4%. Mais est-ce que c'est l'idéal pour une économie comme la nôtre? Nous disons non. Il y a beaucoup d'efforts encore à fournir pour maintenir notre pays dans une situation d'équilibre macroéconomique. Nous pouvons comparer les niveaux de l'inflation avec les autres pays. Nous allons simplement retenir le Ghana, qui a terminé l'exercice 2024 avec 22%, alors que nous l'avons terminé à 11,8 ou 12%. Nous pouvons prendre nos voisins de l'Angola également, et la moyenne des pays de l'Afrique subsaharienne, qui tourne autour de 15%. En ce qui concerne les taux d'échange, on va ainsi indiquer. Les taux d'échange est resté relativement stable. Et vous pouvez constater les graphiques pour ceux qui ont la chance de voir l'écran à côté, qu'on croirait que nous sommes dans un système de régime fixe, alors que nous sommes dans un système de régime flottant. Vous constaterez ensemble avec nous que l'écart entre les taux d'échange interbancaires et les taux d'échange parallèles est maintenu dans les mêmes proportions, déterminant une dynamique plus solide et une bonne perspective en termes de la stabilité de notre monnaie. Et nous l'avons dit, nous avons trouvé les taux de dépréciation de notre monnaie pour la période de 2024 à plus de 4,8% pour le premier semestre, et qu'au second semestre, nous étions à moins de 0,08%. Et si vous comparez la situation partant de janvier 2025 à ces jours, notre monnaie s'est dépréciée que de 0,1%. Alors que dans la même période, elle s'était dépréciée à plus de 4,2%. Et vous pouvez même constater, en termes de taux d'échange indicatif et taux d'échange parallèle, comme nous l'avons indiqué. Et donc, notre taux d'échange, notre monnaie est restée stable et relativement stable, démontrant ainsi les efforts à la fois du gouvernement, mais également de la Banque centrale du Congo. Pour rappel, en 2018, les réserves d'échange se situaient à 900 millions de dollars seulement, et aujourd'hui on est à plus de 6,1 milliards de dollars américains, pour démontrer les efforts que son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi a pu réaliser avec les différents gouvernements qui se sont succédés. En ce qui concerne les niveaux de l'endettement public, notre indicateur majeur de la bonne santé d'une économie, notre dette intérieure se situe autour de 18%
de notre PIB. Et la moyenne des pays de l'Afrique subsaharienne est à 58,5% pour 2024. Vous pouvez constater l'écart qu'il y a entre notre pays et les autres pays de l'Afrique subsaharienne en ce qui concerne ces indicateurs ou ces variables. C'est même plus pire si nous rapportons le niveau de l'endettement public des pays avancés, que nous n'allons pas citer, qui tournent aussi autour de 100% de leur PIB, 110%, 120%. C'est d'autant pour indiquer les efforts que les différents gouvernements successifs ont pu mener pour maintenir cette situation d'endettement public modéré. Il faut aussi constater les niveaux du solde budgétaire intérieur. Pour l'exercice 2023, le solde budgétaire intérieur rapporté au PIB était de l'ordre de 2,2%, alors qu'en 2024, il est de l'ordre d'1,6%. En ce qui concerne le marché des titres et obligations de l'État, il s'observe une grande crédibilité de l'État à ce jour, ce qui a permis à la fois, lorsque nous arrivons, notre gouvernement a trouvé les émissions des bons et obligations du Trésor autour de 10%. Et aujourd'hui, nous émettons autour de 9 et même à 8,5%. C'est pour montrer la tendance qu'il y a. Et sur l'ensemble des titres intérieurs de l'État, les obligations, donc les titres à moyen et une période longue étaient de l'ordre simplement de 40%. Parce que les prêteurs, donc les banques et investisseurs institutionnels, n'avaient pas confiance dans les institutions et mettaient beaucoup de risques avant de pouvoir prêter à l'État. Et aujourd'hui, sur l'ensemble des titres qui sont émis, à mi-mars 2025, 93% ce sont des titres de longue maturité, ce qui montre la confiance des investisseurs dans le bon titre du Trésor. Ces résumés montrent la situation et les indicateurs du cadre macroéconomique dont nous pouvons résumer à une stabilité relative des indicateurs et de la situation du cadre macroéconomique. Une forte décélération du rythme de formation des prix intérieurs, situant l'inflation en glissement annuel à 10%, une stabilité relative de notre monnaie, avec une dépréciation de l'ordre de 0,1% pour le premier trimestre en cours, un niveau d'endettement maîtrisé, mais avec un certain nombre de vulnérabilités que nous allons présenter après. Que pourrait alors expliquer ces résultats alors que nous sommes dans une période de guerre? Investi par votre gouvernement pour mettre fin à cette situation de guerre au nom du sceau des secrets défense. Mais nous pouvons garantir à la communauté scientifique que jamais, de toute ma petite carrière et modeste de fonctionnaire de l'État, à l'administration des finances où je gouverne depuis 2010, je n'ai jamais vu une pareille tension de trésorerie s'exercer sur les finances publiques. Moi-même étant un ancien de la direction du Trésor en charge de l'élaboration et du suivi de l'exécution du plan trésorier de l'État. Mais alors jamais. La réponse est simple. Elle se résume en une bonne coordination de la politique conjoncturelle, la rigueur, les réformes et la gouvernance. Lorsque notre gouvernement arrive, il fait les diagnostics qu'il faut agir et agir vite. Tant que nos populations perdent le pouvoir d'achat, tant que la monnaie continue à se déprécier,
tant que l'inflation est galopante, affectée, il faut agir. Pour agir, parmi les solutions, mettre en place une politique conjoncturelle cohérente avec ses deux bras ou ses deux leviers, la politique budgétaire et la politique monétaire. Imprimer une gestion rigoureuse et une gouvernance saine des finances publiques et impulser un certain nombre de réformes. En termes d'approche, nous avons commencé par rationaliser la dépense publique. Nous avons pu appliquer une politique budgétaire de rigueur, restrictive, de juin à octobre 2024. En même temps, nous avons bénéficié de l'indépendance de la Banque centrale qui, indépendamment, avait déjà adopté une politique monétaire restrictive. Nous avons réinstauré une meilleure coordination entre la Banque centrale et les gouvernements. Nous avons pris la méthode d'utiliser une meilleure gestion de la trésorerie à l'aide du plan de trésorerie de l'État qui, autrefois, était comme un instrument qui servait à constater les dégâts. Ça veut dire on exécute les opérations financières de l'État. À la fin, on constate les dégâts que l'injection de la liquidité a eu sur le marché. Nous avons changé de paradigme pour dire nous voulons un plan de trésorerie prévisionnel hebdomadaire communiqué à la Banque centrale chaque lundi. Ainsi, l'autorité monétaire a la possibilité de capter l'information sur la politique budgétaire qui est mise en œuvre et le niveau de l'injection probable de la liquidité et faire une meilleure calibration de la liquidité bancaire. Et nous avons réinstitué des réunions de troïka politique à l'issue desquelles nous arbitrons ensemble avec la Banque centrale, chacun dans ses compétences et gardant son indépendance, pour nous rassurer que les dépenses que l'État effectue ne vont pas perturber la stabilité du cadre macroéconomique. Par exemple, parmi les causes que nous avons pu identifier, et ça je pourrais rejoindre et peut-être préciser, c'est que les savants et sachants disent dans la théorie économique, Milton Friedman a dit que l'inflation est partout et toujours un problème monétaire. Et l'injection de la liquidité et l'accroissement de la liquidité sur le marché est un élément, et je pourrais même m'hasarder à dire, les premiers déterminants de l'inflation. Sans pour autant renier ce que les autres sachants ont affirmé, en évoquant également le problème du taux d'intérêt, comme Fischer l'a annoncé, mais également la problématique de l'inflation importée. Mais l'essentiel de notre inflation, tel que nous l'avons résumé, était d'origine monétaire, de l'injection à partir de la politique monétaire expansionniste qui était mise en œuvre, qui n'a pas tenu compte des réalités macroéconomiques. C'est pour cette raison que dans une première phase et en conjoncturel, nous avons agi sur la coordination de la politique monétaire et de la politique budgétaire en conjoncturel en instituant les outils de gestion des finances publiques dans les rôles de prévision pour permettre une meilleure prise de décision. Nous avons rétabli les fondamentaux en veillant à ce que les dépenses non essentielles ne soient pas exécutées. Une forme de rigueur. Nous avons fait un effort majeur pour que les niveaux de dépenses exécutées en procédure d'urgence, dont la moyenne oscillait autour de 23% pour l'exercice 2023, puissent nous aider à terminer l'année avec une moyenne de l'ordre de 11 à 15%. Et vous pouvez imaginer les efforts consentis de juin à décembre. Parce qu'au mois de juin, nous étions autour déjà de 20% de dépenses en urgence. Et au mois de juillet, lorsque nous arrivons, nous imprimons d'abord un choc brut en allant directement à un niveau de 7%.
et en essayant de relâcher un peu pour ne pas étouffer le système. Cette discipline en matière de gestion de la dépense publique, en dépit de l'aggravation de la situation de la guerre à l'est de notre pays et du choc irrélatif, nous a exposé à un certain nombre de vulnérabilités, dont notamment les niveaux de mobilisation des recettes. Et pour mieux mobiliser les recettes, nous avons décidé de mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Et parmi ces mesures, nous avons décidé qu'au niveau de la Direction générale des impôts, l'on puisse généraliser la télédéclaration de la TVA pour les assujettis qui sont au niveau de la direction des grandes entreprises, y compris tous les sous-traitants qui sont pris en charge dans les structures opérationnelles telles les CIS, les CDI, donc les centres des impôts synthétiques de la Direction générale des impôts. Nous avons mis en place une mesure pour empêcher à ce que le contribuable qui sont répertoriés et identifiés avec des seuils internes de la direction. Nous avons décidé à partir du mois d'octobre et de novembre, donc précisément le mois de novembre, d'accélérer les niveaux des investissements publics. Pourquoi? Parce que nous croyons dans une croissance économique endogène et nous pensons que l'investissement public est un moteur qui peut créer des externalités positives pour induire un investissement privé conséquent en mesure de tenir l'économie. Et en ces termes, il y a un tableau qui, je crois, si ceux qui ont l'écran peuvent voir la page 19, qui montre l'évolution du niveau des investissements publics. Lorsque vous prenez l'exercice 2000, plus de 772 milliards de francs congolais, au deuxième semestre, on a pu investir plus de 1000 milliards 516. Le total, c'est autour de 2000 milliards 200, environ 700 millions de dollars d'investissement public pour 2000 milliards 400, environ 1 milliard 200 d'investissement public. Donc, plus de 500 millions d'investissements supplémentaires comparativement à l'exercice 2023. Et encore, en 2024, nous avons fait le choix stratégique d'investir en choisissant le secteur porteur de croissance économique. Nous nous sommes interdits de construire des maisons, nous nous sommes interdits d'acheter des véhicules pour les membres du gouvernement. Les véhicules que nous utilisons sont les mêmes que nos prédécesseurs utilisent. Nous avons retardé un certain nombre d'investissements non productifs et nous avons choisi une catégorie d'investissement qui peut impulser la dynamique d'une croissance économique endogène, entretenir un cycle de prospérité devant aider à sortir nos populations de la situation de précarité dans laquelle ils se retrouvent depuis des décennies. Donc, l'objectif n'est pas de résoudre les problèmes comme avec une baguette magique, mais de poser les bases d'une économie durable, prospère, pro-pauvre, endogène. J'ai repris endogène plus de 4 fois. Je crois, comme Robert Barron, l'interventionnisme de l'État est un élément essentiel pour garantir les équilibres et impulser une dynamique de prospérité. Au terme des investissements, par exemple, que nous avons réalisés, je ne pourrais pas m'étaler sur cette longue liste. C'est les routes, notamment les différentes routes, dont la route de la Passion, les différentes voiries de province du Kassai, Anitouri, Laronga, que nous construisons, les 19 millions de tronçons qui doivent construire de Kabiakamanga, au Sankourou, nous avons essayé de financer aussi, dans Nord Kivu, dans la Chopo, dans la Chouapa, dans le Grand Bandundu, et je vais m'étaler sur la ville province de Kinshasa,
qui est dans un état que nous ne pouvons pas accepter en tant qu'élite et gouvernants. Et le gouvernement a pris l'engagement sous l'impulsion de son Excellence Madame la Première ministre d'appuyer la modernisation de la voirie de la ville province de Kinshasa. Et nous allons dans l'horizon qui va suivre de 3 ans développer plus de 250 à 300 km de routes de voirie sur financement du pouvoir central. Donc je pourrais me résumer en disant que cette question, tout ce que vous voyez sur la ville de Kinshasa, c'est le pouvoir central, malgré la guerre. Alors, toute la voirie qui est autour du grand marché, toutes les différentes voiries qui vont être lancées bientôt sur les grandes chaussées, des millions de dollars ont été déjà payés en termes d'avance de démarrage des travaux et nous attendons que Kinshasa la Belle puisse porter sa robe d'antan. Mais pourquoi nous le faisons? Nous le faisons parce que nous pensons qu'en investissant et en augmentant le niveau des investissements, investissement essentiel, nous allons impulser une dynamique de croissance économique. Et nous avons pu le constater lorsqu'on a revu les chiffres de la croissance telle qu'actualisée par nos experts nationaux. Et nous attendons que les grandes artères de la ville, Cabinda, Kabamba et toutes les autres voiries de la ville qui ont été sélectionnées soient modernisées pour essayer d'entretenir le cycle de croissance et de prospérité. Parce qu'en fait, lorsque nous investissons sur les routes, où est-ce que nous trouvons du ciment pour ces routes? Nous les prenons au Congo central. Ils nous demandent supplémentaires du ciment. Où est-ce que nous trouvons les fers, les barres de fer? C'est surlimité. Fameco, je ne fais pas la publicité des entreprises, mais en tant que ministre des Finances, je devrais que promouvoir nos entités qui servent à notre nation. Les clous, c'est ici, à Kingaboa, à Limité. Les revenus sont accessibles, l'emploi est créé, la consommation connaît un apport significatif. Donc c'est cette philosophie que le gouvernement a entretenue pour essayer de rendre dynamique la croissance économique. Nous sommes allés dans tous les autres secteurs. ARCA a bénéficié d'un paiement de 13 millions de dollars pour l'électrification rurale dans certaines zones de notre pays. Bref, nous avons mis du paquet pour que nous puissions rendre notre économie plus résiliente encore et plus qu'avant. Et il y a un tableau de plan de trésorerie qui est à la page suivante, en 2023 et 2024. Vous pouvez constater qu'en 2023, les niveaux de recettes étaient à 92%, mais nous tenons à préciser que ça, c'est par rapport aux assignations du plan de trésorerie. En ce qui concerne les assignations budgétaires, nous étions autour de 87% en termes de taux de réalisation des recettes. Et pour l'exercice 2024, nous sommes à 108 en ce qui concerne les assignations du plan de trésorerie, parce que dans la pratique, il arrive que lorsque nous faisons les cadrages et la programmation, nous ne prenons pas comme assignation du plan de trésorerie les assignations qui sont dans la loi des finances. On essaie de prendre et réserver une marge pour des contraintes, pour mieux administrer et mieux réguler la trésorerie de l'État. Et sur les assignations budgétaires de l'exercice 2024, les régies financières ont mobilisé plus de 102%. Et en termes de prévision du plan de trésorerie, nous sommes à 5 et 8%. Et l'autre indication qui est plus importante, c'est les niveaux de la dépense publique. Lorsque vous regardez la ligne dépense totale, en 2024, nous avons atteint 27 000 milliards de francs congolais de dépenses exécutées. Alors, j'entends toujours beaucoup des théoriciens académiciens dire vous faites du blocage de dépenses, vous ne payez pas.
C'est pour cette raison que vous avez cette stabilité relative et apparente. Je crois que les chiffres, on pourrait même après dérouler tous les plans de trésorerie pour voir comment l'État n'a jamais investi, n'a jamais consommé comme qualité de la dépense que nous avons exécutée. Nous avons pris la ferme mesure que nous investissons en privilégiant à la fois les gagnes petits. De juin à décembre, nous avons veillé à ce que les salaires des agents et fonctionnaires de l'État soient payés dans les temps au plus tard les 28. Et depuis janvier, nous avons un décalage de 7 à 8 jours, compte tenu également de notre volonté et notre choix de ne pas injecter trop de liquidités lorsque nous payons les salaires, parce qu'entre-temps, les salaires sont passés de 812 milliards à 1000 milliards 100. Nous devons assurer une meilleure coordination, une meilleure programmation avec la Banque centrale du Congo. Je n'affirme pas ici qu'en payant les salaires, on va avoir de l'inflation. Non. Nous disons, dans l'objectif d'assurer une cohérence de ce que nous faisons, nous avons décidé d'un glissement jusqu'au mois d'avril. Pourquoi le mois d'avril? Parce que le mois d'avril, c'était mois à échéance fiscale. Et lorsque nous sommes au mois d'avril, les entreprises sont à la quête de la monnaie nationale pour payer les impôts. Donc, les finances publiques, la politique budgétaire elle-même va permettre à éponger une très grande partie de la liquidité du marché parce que les entreprises sont obligées d'aller chercher la monnaie nationale pour venir payer les impôts. Donc, ils doivent libérer une partie de leurs devises pour acheter la monnaie nationale et payer les impôts qui sont payables dans notre monnaie nationale. C'est pour cette raison que nous avons adopté cette stratégie pour qu'au mois d'avril, nous reprenions avec des bonnes habitudes de payer les fonctionnaires au plus tard les 28 de chaque mois. C'est le pari que votre gouvernement a assuré de juin à décembre et qu'il va encore assurer. Déficit. Nous avons enregistré des déficits commerciaux. Il y avait une disposition claire dans notre code des impôts qui fiscalise les revenus au titre d'impôt sur le placement extérieur. Mais jamais on l'a appliqué. Il y avait même une doctrine administrative au niveau de la Direction générale des grandes entreprises qui semait les doutes en fiscalisant ces revenus. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons dit, parce que nous voulons utiliser notre marché pour financer les déficits, et à moindre coût, parce qu'il y avait 10%, nous voulons être à 9 ou à 8%. Et pour ne pas créer l'effet d'éviction, la part d'investissement ou déplacement extérieur que vous étiez en train de faire, vous investisseurs, banques et sociétés X, si vous le faites encore, nous fiscalisons pour nous payer l'impôt. Mais si vous investissez dans les banques, il n'y a pas des impôts à payer, comme les décrets portant organisation et fonctionnement du marché des titres intérieurs les stipulent. Donc, nous avons fait de l'incitation pour que les banques disponibilisent la trésorerie pour disponibilisent leurs dépôts pour financer les crédits. Et aujourd'hui, le niveau de dépôt du système bancaire est autour de 13 milliards et demi de dollars et que le niveau de prêts et crédits accordés est autour de 7 milliards seulement. Et là, nous attendons de l'institution d'émission, donc la Banque centrale du Congo, celle qui assure la supervision du système bancaire, des choix qui vont aller dans le sens de redéfinir les coefficients de pondération des risques et essayer de libérer les potentiels pour que l'État collecte et mobilise les ressources intérieures et finance en priorité les investissements publics. J'ai parlé de mesures de mobilisation des recettes parce que lorsqu'on parle d'ajustement budgétaire, c'est comment nous faisons en tenant compte du choc sécuritaire qui impulse une grande pression sur la trésorerie pour mobiliser beaucoup de recettes, mais également dépenser en veillant à la qualité, mais également aux investissements stratégiques. Comment nous le faisons?
nous avons démontré et expliqué ici ce que nous avons fait en ce qui concerne les volets dépenses et en ce qui concerne les volets recettes. On a rappelé l'obligation de la télédéclaration, de la généralisation de la télédéclaration de la TVA. Nous avons également signé et fait ratifier au Parlement des conventions essentielles qui vont produire des résultats extraordinaires au cours de l'exercice 2024, en avril ici. C'est des conventions que nous avons signées avec l'OCDE sur l'optimisation agressive qu'opèrent les multinationales dans les secteurs des télécoms et les secteurs des mines, pour que désormais l'on mette en œuvre les règles d'assujettissement à l'impôt et que l'on veille à ce que ceux qui réalisent les bénéfices ici ne puissent pas avoir les loisirs de les transférer librement dans des paradis fiscaux. Nous avons entamé et continué la réforme que nos prédécesseurs avaient continuée, la réforme sur la facture normalisée de la TVA. La TVA est instituée depuis 2011. Le ministre José Sélé Alagouli a posé les cadres de la facture normalisée en recrutant une équipe d'experts qui avait élaboré une stratégie pour asseoir cette réforme. Parce que la TVA, c'est le plus grand impôt partout ailleurs, car assis sur la consommation du plus grand nombre qui ne consomment pas. Mais lorsque nous avons mis en œuvre la réforme de la TVA, il y a des préalables que nous n'avons pas rencontrés. C'est notamment la problématique de la facture. La TVA est assise sur la facture. Sans facture, il n'y a pas de TVA. Aujourd'hui, les opérateurs